ce budget. Bonsoir Jean-Baptiste Djebari. Soyez le bienvenu, vous êtes député de La République En Marche de la Haute-Vienne, député coordinateur de la Commission développement durable et aménagement du territoire. Les mesures fiscales phares du budget 2018 sont donc adoptées en première lecture. Le vote solennel aura lieu la semaine prochaine. Sur la suppression progressive de la taxe d'habitation de 80% des ménages, que répondez-vous à ceux dans l'opposition, on les entendait à l'instant, qui estiment notamment que cette mesure coûte très cher, qu'elle dépossède les communes de leur capacité d'action, qu'elle provoque une mise sous tutelle des collectivités? Je crois que contrairement à ce que disait Clémentine Autain, c'est tout sauf une fausse bonne idée. Cette mesure-là, elle est cohérente avec un budget qui vient, contrairement à ce qui a été caricaturé, apporter plus 3% de revenus aux 10% les moins aisés. Et si on va aller jusqu'au bout, plus 1,5% aux 10% des ménages les plus aisés. Dans les 3% de revenus en plus, il y a évidemment la taxe d'habitation, mais pas que. Il y a la baisse des cotisations salariales, il y a le chèque énergie pour les plus modestes, etc. Et donc, elle coûte 10 milliards aux collectivités, enfin c'est 10 milliards en moins pour les collectivités. Comment on compense ? Alors, ce matin, j'étais chez moi au Congrès des maires. On avait évidemment cette explication-là, parce qu'il y a une grogne des maires qui nous disent « mais 13 milliards d'euros, la baisse de la taxe d'habitation, etc. » En fait, il faut aussi faire on a ce devoir d'explication. Ces 13 milliards d'économies, c'est simplement les 1,2% d'augmentation annuelle des budgets des collectivités qui doit être maintenue à ce taux-là, maximum de 1,2%. Et cette taxe d'habitation, ces 9 milliards dont vous parlez, elle est compensée par l'État en dégrèvement à l'euro près. Sauf que ce qui sera donné via la taxe d'habitation va être repris notamment via la CSG, qui va augmenter. Non, alors vraiment, il faut comprendre la logique. Et ça, depuis le début, nous, on dit qu'on a une cohérence. On fait le constat que la compétitivité du travail manque, donc on fait l'effort pour baisser les charges sociales, pour donner du pouvoir d'achat aux moins aisés. On finance notre budget de la protection sociale, qui est généreux en France, et on veut le préserver, avec la CSG, qui effectivement taxe revenus du travail et revenus du capital. Et à côté, effectivement, on libère l'investissement, et c'est tout l'objet de la réforme sur l'ISF. Dans ce contexte, des rassemblements étaient organisés aujourd'hui pour soutenir la politique de l'exécutif à l'initiative du mouvement Les Jeunes avec Macron. Reportage Olivier Boulinck, Julia Vanelst et Florian Brunet. En fait, c'est une photo que j'ai prise avec Emmanuel Macron. Ils sont fans. Qu'importe les polémiques sur la sélection à l'université ou la baisse des APL, ces jeunes soutiennent toujours Emmanuel Macron. On est toujours sur le terrain, on continue notre engagement et notre aventure ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à la victoire du président, mais au contraire, tout est à faire après. Après l'élection, il faut expliquer les réformes mises en place par le gouvernement. Nous, notre objectif, c'est vraiment être pédagogue avec les jeunes, leur expliquer ce qu'on fait, quelles sont les bonnes mesures gouvernementales, pourquoi on est là, plus que finalement un débat de chiffres ou de forte mobilisation. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Allusion à la France insoumise qui tente de séduire lycéens et étudiants face à un public attentif et conquis. Ah bon, on prépare la suite. Et la suite, c'est vous. Des élus de la majorité appellent à ne pas laisser le champ libre au parti d'extrême gauche. Je pense qu'il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron a séduit une partie de la jeunesse. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse et notamment au travers des Jeunes avec Macron qui sont retrouvés dans l'organisation. Nous, on a tiré 70% de primo-engagés, des gens qui s'étaient jamais engagés dans les partis politiques. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de faire perdurer en fait cette organisation pour qu'elle s'installe sur un temps long. Et pour cela, il va falloir qu'elle se choisisse un chef. Une élection qui est dans la tête de tous les militants ce week-end. Les candidats potentiels à la présidence d'En Marche ont jusqu'au 2 novembre pour déposer leur candidature. Le président de la République, Jean-Baptiste Djebari, peut compter sur un noyau dur de députés défendant bec et ongle sa politique, peut-être avec un manque d'objectivité parfois, c'est la question. Est-ce que d'abord vous faites partie de ce noyau dur ? Alors moi j'ai une amitié ancienne pour Pierre Persson qu'on a vu et qui est un des fondateurs des Jeunes avec Macron. Non, je crois qu'il y a effectivement une fidélité. On voyait les Jeunes avec Macron ont initié quand même ce soutien avant même que le président soit candidat et déclaré. Et donc je crois qu'ils ont eu une intuition et deux, une vraie volonté d'accompagner le chef de l'État aujourd'hui dans son action politique. Mais ça peut donner l'impression de députés, pour ce qui est de Pierre Persson notamment, Godillot, c'est la critique qui pointe parfois le bout de son nez. Effectivement, on peut s'attendre à ce que jamais il ne s'oppose à certaines mesures qui pourtant leur déplairaient. Je dis bien peut-être. Moi je disais amitié ancienne avec lui, on a des débats qui sont de très bon niveau et des débats qui sont très au fond. Et donc non, je pense qu'il y a un vrai débat, il y a une vraie vigueur démocratique dans notre mouvement, contrairement à ce qui a pu être dit et ce qui se voit d'ailleurs. Donc vous, en tant que député, il pourrait vous arriver, je dis bien il pourrait, sur le principe, sur le papier, d'exprimer une opposition à des mesures qui ne vous conviendraient pas ou... Vous disiez tout à l'heure que j'étais whip de la Commission développement durable. Et whip, il y a vraiment deux fonctions. Il y a la fonction un peu animation du groupe et il y a la fonction arbitrage avec les cabinets ministériels, avec les ministres. Ouais. Et là, nous, on porte la parole du groupe politique, des députés qui pensent des choses, qui sont porteurs d'amendements. Et de la population, puisque vous êtes le relais aussi. Et voilà. Et
Et donc, du coup, on cherche, on arrive à trouver avec le gouvernement, les ministres, les cabinets, des équilibres politiques qui ne sont pas la position du gouvernement, qui ne sont pas la position tout à fait Sur du quel groupe. sujet c'est arrivé, par exemple? La loi hydrocarbures, par exemple, on a eu ce débat-là. On avait, nous, à cœur d'avoir un signal très fort de l'arrêt de la production d'hydrocarbures en France à 2040. Et on a fait, je crois, bouger le débat dans le bon sens, dans le sens d'une loi beaucoup plus contraignante qu'elle pouvait y paraître au départ. Qui verriez-vous comme président d'En Marche? Parce que c'est l'enjeu, là, dans les prochaines semaines. Je n'ai pas tellement d'idées. J'ai entendu le nom de Benjamin Griveaux qui circulait pas mal. J'ai entendu aussi celui de Christophe Castaner. Je crois que c'est celui qui en aura probablement le plus envie. Et peut-être, je crois que ça a été annoncé quelque part à l'Élysée. En tout cas, il y a eu des bruits de couloir, un visage nouveau. Donc je crois que tout est ouvert là-dessus. Votre patron à l'Assemblée, c'est Richard Ferrand. Oui. Est-ce qu'il a repris du poids au sein de votre formation depuis sa mise hors de cause par la justice dans l'affaire des mutuelles de Bretagne? Alors, moi, je fais partie du bureau politique d'En Marche, du groupe, pardon, et on a des rapports très réguliers avec Richard Ferrand. Donc, je ne l'ai jamais vu perdre ce poids-là, mais c'est vrai que je pense que le fait On va pas se mentir, il était quand même non, je pense que plutôt l'arrivée absent pendant toute l'affaire qui l'a concerné avant qu'il ne soit mis hors de cause. L'arrivée pour tout le monde a été compliquée parce qu'on a été tous novices, on a dû former un groupe, et effectivement, ce premier mois-là, c'est aussi le mois de l'apprentissage, y compris de l'apprentissage de la connaissance du groupe et de Richard Ferrand, etc. Aujourd'hui, effectivement, on a Richard Ferrand qui est pleinement là, pleinement mobilisé, qui nous apporte son talent, son expérience, et c'est très riche pour nous quand même, qui devons toujours un peu apprendre. Donc oui, il est beaucoup plus en maîtrise du groupe et de l'axe politique qu'on défend. Vous faites partie de ceux qui doivent apprendre parce qu'à la base, député, c'est pas votre métier du tout. Vous êtes pilote de ligne. Absolument, ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation.